C'est sorti de sa bouche sans même qu'elle cligne des yeux. Claire. Froide. Sûre d'elle. Non, désolé, ce genre d'élève n'est pas adapté à notre établissement. Elle parlait de ma fille. Ma fille de 6 ans. Ma fille, avec ses petites nattes serrées, son sac rose bonbon, et son sourire timide. Elle tenait ma main si fort que j'en ai eu les doigts engourdis. Elle ne comprenait pas. Et moi non plus. Enfin, si. Mais pas tout de suite. Tout avait commencé 2 semaines plus tôt. On venait de déménager. Changement de ville, changement de rythme, nouvelle vie. Ma fille, Imani, allait rentrer en CP. Et comme toutes les mères du monde, je voulais le meilleur pour elle. Le meilleur environnement. Les meilleurs profs. Les meilleures chances. On avait repéré une école privée à 10 minutes de la maison. Pas une école de riches, mais clairement, pas pour n'importe qui. Uniforme obligatoire. Portail blindé. Accueil clinique. Et une devise écrite en lettres dorées à l'entrée. L'excellence commence ici. Alors j'ai pris rendez-vous. Le jour du rendez-vous, j'avais habillé Imani avec sa petite robe bleu marine et ses ballerines vernies. Elle était belle comme un cœur. Moi, je portais un pantalon crème, un chemisier repassé. Pas trop chic. Pas trop simple. Juste comme il faut. J'avais imprimé tous les papiers. Livret de famille, carnet de vaccination, bulletin de crèche, lettre de recommandation. Tout. J'étais prête. Et pourtant, on est arrivé à 8h30 pile. J'ai sonné. Une voix aigre a dit dans l'interphone. Oui. C'est pourquoi. Bonjour, rendez-vous pour l'admission d'Imani, Madame Sow. Un instant. Le portail a cliqué. On est entré. Et là, tout a basculé. Une femme nous attendait à l'accueil. 50 ans environ. Cheveux raides, blonds, attachés en queue basse. Talons fins. Tailleur gris clair. Et un regard qui vous découpe sans bouger un sourcil. Bonjour, fit-elle sans sourire. C'est, pour une inscription? Je souris poliment. Oui, tout à fait. Nous avions rendez-vous pour un entretien d'admission, avec la direction pédagogique. Elle a regardé Imani. Puis moi. Puis nos chaussures. Puis à nouveau Imani. Et là, sa bouche s'est pincée. Très bien. Suivez-moi. On a traversé un couloir. Silence absolu. Même les murs semblaient trop propres. On est arrivé dans un petit bureau blanc, avec 2 chaises devant un bureau vide. Elle nous a installés. Puis elle a dit. Avant de commencer, je dois vous dire qu'il y a très peu de place. Et nous recevons énormément de candidatures. Nous avons une ligne très claire ici. Je hochai la tête. Notre établissement fonctionne sur des valeurs d'excellence, de rigueur et de représentation. Nous devons préserver une certaine cohérence dans notre image. Et là, sans me regarder, elle a sorti la phrase. Ce genre d'élève n'est pas adapté à notre établissement. J'ai eu comme un blanc. Un vide dans les oreilles. Comme si j'étais sorti de mon corps. Pardon? J'ai mal entendu. Elle m'a regardé. Cette fois bien dans les yeux. Vous avez très bien entendu. Silence. J'ai senti Imani serrer encore plus fort ma main. Vous parlez de ma fille? Je parle de notre environnement pédagogique. Nous avons des familles qui ont certaines attentes. Et vous insinuez quoi exactement? Elle n'a pas répondu. Elle s'est levée. Elle a pris un dossier sur l'étagère. Je peux vous recommander une école plus adaptée. Peut-être dans le 18e, ou une structure associative. Elles font souvent un excellent travail d'accompagnement. J'ai compris. Tout était dit. Sans jamais dire le mot. Je me suis levé. J'ai pris la main d'Imani. Je lui ai dit calmement. On y va, ma chérie. Cette école ne mérite pas ta lumière. Et on est parti. Sans crier. Sans insulter. Mais avec le cœur en vrac. Dans la rue, Imani m'a demandé. Maman, j'ai été pas gentille? Je me suis arrêté. Je me suis baissé à sa hauteur. Je l'ai regardé dans les yeux. Tu es parfaite, ma fille. C'est le monde qui est injuste. Ce soir-là,
j'ai réfléchi. Beaucoup. Trop. Je me suis demandé si j'avais bien fait de rester calme. De ne pas réagir plus fort. Mais au fond de moi, je savais que le vrai coup, il allait venir. Et pas d'une insulte. Pas d'un cri. Mais d'un rappel. Parce que ce que cette femme ne savait pas, c'est que moi, je ne suis pas juste une mère. Je suis la nouvelle directrice adjointe de l'inspection académique de la région. Et cette école fait partie de mon secteur de contrôle. Le lendemain matin, je suis arrivé à mon bureau à 7h45. Je n'avais pas fermé l'œil de la nuit, mais j'étais calme. Pas vide. Calme. Il y a une grande différence entre la rage qui brûle et la colère qui éclaire. Et ce jour-là, j'étais dans la seconde. J'ai pris un café, allumé mon ordinateur, et ouvert le dossier de l'établissement, École privée Saint-Michel 8e arrondissement, Paris. Statut, sous contrat avec l'État. Ce qui veut dire qu'elle dépendait directement de l'inspection académique. Mon service. J'ai parcouru leur dernier bilan pédagogique. J'ai relu les signalements. Il y en avait peu. Normal, les écoles comme ça savent comment nettoyer les apparences. Mais je suis allé plus loin. J'ai cherché dans les fichiers de la DSDEN les remarques récurrentes sur l'attitude du personnel d'accueil, les taux de boursiers, les écarts d'origine dans les admissions. Et tout à coup, les lignes se sont mises à parler. Seulement 3% d'élèves issus de quartiers prioritaires, 0% de boursiers sur critères sociaux, aucun plan d'inclusion noté. Et ce n'était pas faute de moyens. Non. C'était une ligne politique. Inavouée, mais lisible. J'ai imprimé les documents nécessaires, rédigé une note d'observation, et calé un rendez-vous avec le responsable régional de la contractualisation. Motif, réexamen des conditions d'équité dans les critères d'admission des établissements conventionnés. Rien de personnel. Juste le protocole. Mais parfois, le protocole est une arme. Le lundi suivant, j'ai prévenu l'établissement qu'une visite d'inspection aurait lieu la semaine suivante. Ce n'était pas exceptionnel. Les inspections sont régulières. Mais cette fois, j'ai précisé que j'y participerais en personne. Ce qui n'était pas obligatoire, mais parfaitement légal. Le jour J, je suis arrivé à 10h. Tailleur noir. Pochette cuir. Badge officiel. Je n'ai pas sonné. C'est eux qui m'ont ouvert cette fois. À l'accueil, il y avait la même femme. Les mêmes talons. Le même visage tendu. Elle m'a regardé. Et elle a figé. Bonjour. En quoi puis-je vous aider ? A-t-elle demandé, comme si elle ne m'avait jamais vu de sa vie. Je me suis approché calmement. Je lui ai tendu ma carte professionnelle. Madame Sow. Inspection académique. Je suis ici pour la visite de conformité. Elle a pâli. Un silence de 2 secondes. Puis elle a bégayé. Oh. Oui, bien sûr. Excusez-moi. Je n'avais pas. Ce n'est rien, les jeux coupés. L'important, c'est ce que vous allez dire maintenant. Elle n'a pas osé répondre. J'ai traversé le couloir qu'elle m'avait fait marcher avec mépris quelques jours plus tôt. Cette fois, ce n'était pas pour mendier une place. C'était pour évaluer un établissement selon les normes de la République. Dans la salle de réunion, le directeur m'attendait, raide comme un piquet. Lui, je ne l'avais jamais vu. Il ne s'occupait pas des inscriptions. Bien sûr. Il m'a proposé un café. J'ai décliné. Nous avons parlé chiffres, politique d'admission, critères de sélection, accompagnement des élèves à besoins particuliers. Et à chaque point, je posais une question précise. Avec documents. Avec données. Avec contradiction. Il transpirait à grosses gouttes. Il savait que ce n'était pas une visite de routine. Je n'ai jamais mentionné l'incident avec ma fille. Ce n'était pas nécessaire. Tout était là. Dans l'attitude. Dans la gêne. Dans le fait qu'aucune procédure ne justifiait ce qu'on m'avait dit l'autre jour. Et pourtant, c'était bien une pratique. Courante. Tolérée. Invisibilisée. À la fin de l'entretien, je me suis levé. J'ai ramassé mes affaires. Le directeur a demandé. Est-ce qu'il y a un retour prévu de votre part, prochainement ? Oui, bien sûr, ai-je dit.
Nous enverrons un rapport complet à la direction des établissements sous contrat. Et une copie à la préfecture. Je me suis retourné vers la secrétaire qui était restée figée près de la porte. Bonne journée, madame. Ma fille va très bien, au fait. Elle s'épanouit ailleurs. Mais je suis venu ici non pas comme mère, mais comme mémoire. Car ce que vous avez dit ce jour-là, je ne l'ai pas oublié. Et je suis parti. Je ne sais pas ce qu'ils ont pensé après. Je ne cherche pas la vengeance. Juste la responsabilité. Ce que je veux, c'est que la prochaine mère noire qui passera ce portail ne soit pas vue comme une erreur de casting. Je veux qu'on arrête de croire qu'on peut humilier en silence et continuer comme si de rien n'était. Parce que parfois, celle que tu prends pour la mère d'une autre, c'est celle qui relie ton contrat. Je suis rentré chez moi après l'inspection, vidée. Ni triomphante, ni vengée. Juste vidée. Je n'avais rien crié, je n'avais rien cassé. Et pourtant, tout mon corps vibrait comme si j'étais passé à travers une tempête. C'est ça, l'épuisement d'être à la fois celle qu'on regarde de travers, et celle qui signe les dossiers. D'être une femme noire qui fait trop bien son travail. Trop calme pour être agressive. Trop compétente pour être crédible. Trop polie pour faire peur, et trop forte pour être aimée. À la maison, Imani m'attendait. Elle a couru dans mes bras, comme tous les soirs. Elle m'a raconté sa journée dans la nouvelle école. Des copains, une maîtresse gentille, une cantine pas bonne. Une enfance normale. Mon mari m'a regardé sans parler. Il savait. Il connaît ce regard que j'ai quand je reviens de terrain. Ce mélange de glace et de feu. Il a dit. C'était celle de l'autre fois? J'ai hoché la tête. Et j'ai fait mon travail. Rien de plus. Il a souri. Tristement. Le pire, c'est que pense que c'est personnel. Non. Le pire, c'est qu'il pense que ce n'est pas politique. Le week-end suivant, j'ai relu tous les rapports d'inspection des 2 dernières années. J'ai cherché les écoles similaires. Même profil socio-économique. Même localisation. Même réseau. Et les chiffres ne mentaient pas. Le problème n'était pas une femme derrière un bureau. C'était une culture. Une structure. Une manière de trier les enfants en fonction de la couleur de leur peau, de l'adresse sur leur certificat de naissance, du ton de voix de leur mère au téléphone. Et pourtant, dans aucun rapport officiel, ça ne s'écrivait ainsi. On parlait de profil adapté, de niveau d'exigence homogène, de cohérence pédagogique. Mais jamais de classe. Jamais de race. Jamais d'exclusion. Le lundi, j'ai eu une réunion avec d'autres inspecteurs. J'ai évoqué, sans nommer, ce que j'avais vécu. La question du tri silencieux. Les refus sans base. Les admissions qui changent selon le visage de l'enfant. Une collègue blanche, très gentille, a dit « C'est vrai que certaines familles ne correspondent pas toujours à l'esprit de l'école. » Je l'ai regardé. Longtemps. Et c'est quoi, l'esprit de l'école? Elle n'a pas su répondre. Un autre, plus direct, a lancé. Mais enfin, on ne peut pas forcer les écoles à prendre des élèves qu'elles ne veulent pas. J'ai dit calmement. On n'est pas là pour forcer. On est là pour garantir que le service public ne discrimine pas, même quand ça se cache dans des mots polis. Ils ont changé de sujet. Ce soir-là, j'ai repensé à ma mère. Elle aussi avait connu ces humiliations. Mais elle n'avait ni carte professionnelle, ni fonction officielle. Elle élevait seule 3 enfants. Elle nettoyait des maisons où on ne lui disait même pas bonjour. Un jour, elle m'avait dit « Toi, tu iras plus loin que moi. Tu seras dans les papiers. Mais même là-bas, ils voudront te mettre dans une case. » Elle avait raison. J'étais dans les papiers. Et dans les cases. Et entre les lignes, on me faisait comprendre que mon rôle, c'était d'observer. Pas d'agir. Mais cette fois, je voulais aller plus loin. J'ai décidé de proposer une mission spéciale. Une enquête sur les pratiques d'admission dans les écoles sous contrat. Officiellement, ce serait une évaluation qualitative. Officieusement, je voulais mettre des mots là où tout le monde se taisait. Le rectorat a validé. À contre-cœur. Mais il savait que mes dossiers sont toujours solides. Et que je n'avais rien à perdre. Rien, sauf ma patience. Les semaines suivantes,
j'ai visité cette école. J'ai observé les entretiens d'admission, les questionnaires donnés aux parents, les remarques faites à l'accueil. Et partout, j'ai vu les mêmes sourires glacés, les mêmes madames, il faut comprendre qu'on a un certain niveau, les mêmes silences quand une mère noire franchit la porte avec un enfant brillant. Une fois, dans une école du 6e, j'ai entendu une secrétaire dire au téléphone: on ne peut pas inscrire tous les cas sociaux du 93 non plus. Et elle a ri. Je suis entré dans le bureau. Elle a blêmi. Je me suis présenté. Et j'ai noté. Sans mots. Sans geste. Mais elle a compris. Un soir, en rentrant, mon mari m'a dit: tu vas aller jusqu'où avec ça? Je l'ai regardé. Jusqu'au moment où je ne pourrai plus me regarder en face si je m'arrête. Il a soupiré. Tu veux changer tout un système? Non. Je veux qu'il arrête de croire que personne ne regarde. Et ce que je ne savais pas encore, c'est que bientôt, quelqu'un allait me demander d'arrêter. Officiellement. Mais ce jour-là, j'allais répondre autrement. Le mail est arrivé à 9h12, un mardi matin. Objet, évaluation de vos actions récentes sur le terrain. Émetteur, cabinet du recteur. Je l'ai ouvert sans stress. J'en ai vu passer, des mailles feutrées. Mais cette fois, le ton était différent. Pas frontal. Pas agressif. Mais, glacial. Nous vous remercions pour votre implication dans l'évaluation des pratiques d'admission. Toutefois, certaines de vos initiatives suscitent des tensions non souhaitées auprès de partenaires privés sous contrat. Nous vous demandons de suspendre vos visites jusqu'à nouvel ordre, en attendant une clarification sur les modalités de ces interventions. Traduction. Tu déranges. Tu fais des vagues. Tu les rends nerveux. On préfère que tu te taises. J'ai refermé le mail. Je suis resté là, les mains sur le clavier. Et je me suis demandé, est-ce que je m'arrête là? Est-ce que je joue le jeu? Je fais profil bas? Je garde ma place? Mais ensuite, j'ai repensé à Imani. Et à toutes les Imani qu'on refoule chaque jour avec un sourire poli et un regard en coin. Et la réponse est venue toute seule, non. Le lendemain, j'ai demandé un rendez-vous avec mon supérieur direct. Un homme correct, plutôt neutre, qui m'a toujours respecté. Il m'a reçu avec un air gêné, presque embarrassé. Écoute, a-t-il commencé, je sais que tu fais ton boulot. Et franchement, je suis le premier à reconnaître qu'il y a des dérives. Mais là, il s'est penché en avant, a baissé la voix. Là, tu bouscules des gens qui ont des appuis. Politiques. Financiers. Tu sais comment ça marche. J'ai souri. Justement. Je le sais. Je ne dis pas que t'as tort. Mais si tu continues, on va te couper les ailes. T'es brillante. Ne grille pas tout maintenant. Je l'ai regardé bien en face. Je ne veux pas être brillante dans un système qui me demande de briller sans faire d'ombre. Il n'a rien dit. Les jours suivants, j'ai reçu 3 appels anonymes. Pas des menaces. Non. Pire, des rappels à l'ordre travestis en bon conseil. Faites attention à ne pas politiser votre fonction. Vous êtes en train de brouiller la ligne entre inspection et militantisme. Votre nom commence à circuler dans les mauvaises sphères. J'ai noté chaque phrase. Pas pour les dénoncer. Mais pour m'en souvenir, quand on essaiera de me faire croire que j'ai exagéré. Entre-temps, j'ai continué. Officiellement, mes visites étaient suspendues. Mais j'ai fait autre chose, j'ai rencontré les parents. Pas dans les écoles. Dans les cafés. Les halls d'immeubles. Les squares. Je voulais entendre ce qu'ils n'écrivaient jamais dans les formulaires. Et les histoires, mon Dieu. Une mère m'a raconté qu'on lui avait dit que l'école ne prenait pas d'enfants dont les parents portaient le voile. Une autre qu'on avait demandé le niveau de français parlé à la maison. Un père s'est vu dire, si vous cherchez une école plus mixte, ce n'est pas ici. Toujours sans insulte. Toujours avec le sourire. Mais toujours avec l'intention de repousser sans jamais être accusé. C'était propre. Trop propre. Un samedi matin, j'ai été invité à une rencontre associative dans une médiathèque de quartier. Sujet, accès à l'éducation pour tous, mythe ou réalité. Je suis venu sans blouse, sans dossier, sans badge. Juste moi. La salle était pleine. Des mères, des pères, des jeunes enseignants.
Et à un moment, une femme a pris la parole. On nous répète que l'école est la même pour tous. Mais dans la réalité, l'école, c'est une porte. Et certains ont les clés. Les autres frappent, longtemps. Et parfois, on leur dit que c'est fermé, pour rénovation. Silence. Puis rires amers. Je me suis levé. J'ai dit, je travaille dans cette administration qui est censée garder la porte ouverte. Et je vous le dis, vous n'êtes pas faux. Ce que vous vivez est réel. Ce que vous sentez dans les regards, dans les silences, dans les réponses vagues, ce n'est pas vous qui l'inventez. C'est eux qui ne veulent pas l'écrire. Et ce jour-là, pour la première fois depuis longtemps, je me suis senti utile. Pas juste compétente. Utile. Mais je savais que ça ne durerait pas. Et en effet, quelques jours plus tard, j'ai été convoqué pour un entretien professionnel exceptionnel. Je suis entré dans le bureau. 3 personnes. Une table. Des regards fermés. Et une phrase pour commencer. Madame Soho, vous avez dépassé le cadre de votre mission. Je me suis installé. J'ai ouvert mon carnet. Très bien. Dites-moi exactement où. Madame Soho, vous avez dépassé le cadre de votre mission. C'est la première chose qu'il m'a dite. Le doyen du service. Assis droit comme une règle. Costume gris, chemise pâle, ton neutre. À ses côtés, 2 autres, une conseillère RH et un membre du cabinet du recteur. Tous les 3 avaient devant eux un petit dossier beige, avec mon nom imprimé dessus. Nous vous avons convoqué aujourd'hui afin de faire le point sur votre posture professionnelle et sur les retombées récentes de vos actions dans les établissements sous contrat. Je n'ai rien dit. Je les ai laissés parler. Il fallait qu'ils déroulent leur logique. Plusieurs responsables d'établissements ont remonté des inquiétudes. Non pas sur vos compétences, qui sont reconnues, mais sur la manière dont vous utilisez votre fonction pour mettre en cause des structures partenaires de longue date. Ce n'est pas une mise en cause, ai-je dit. C'est un constat, fondé sur des faits. Le doyen a levé la main, poli. Le problème, ce ne sont pas les faits. C'est votre ton. Votre méthode. Votre insistance. Vous donnez l'impression que vous avez une mission idéologique. Là, j'ai souri. Pas pour provoquer. Pour souligner le ridicule. Monsieur, j'ai une mission. C'est vrai. Elle s'appelle égalité d'accès à l'éducation. Ce n'est pas une idéologie. C'est la loi. La RH a pris la parole. Voix douce, presque amicale. On comprend votre engagement. Mais il faut aussi préserver la confiance avec nos partenaires. Votre approche crée des tensions, des crispations. On vous demande simplement de rétablir un équilibre. Vous me demandez d'être moins visible. Silence. Non, dit-elle enfin. On vous demande d'être moins frontal. Autrement dit, moins noire, moins directe, moins dérangeante. Aucun des 3 n'a osé lever les yeux. Le lendemain, j'ai reçu un mail m'informant qu'un réexamen de mon poste allait être envisagé à la prochaine commission. Traduction, il cherche un moyen de me déplacer. En douceur. Sans scandale. En interne. C'est toujours comme ça. On ne vous vire pas. On vous replace. On vous réoriente. On vous redonne du souffle. Mais moi, je n'étais pas fatigué. Eux, oui. Et c'est pour ça qu'ils voulaient m'écarter. J'ai décidé de rendre les choses publiques. Pas en écrivant une tribune. Pas en criant dans les médias. Mais en partageant ce que je voyais. Par des faits. Des chiffres. Des histoires. J'ai commencé une newsletter. Anonyme. Chaque semaine, je publiais un petit texte. Un témoignage. Une situation. Une ligne de budget. Rien de compromettant. Mais tout était réel. Et très vite, ça a circulé. Dans les salles des profs. Dans les collectifs de parents. Même dans certains rectorats. On l'appelait la voix qu'ils n'ont pas entendue. Un jour, un collègue que je respecte beaucoup m'a appelé. C'est toi, la newsletter ? J'ai hésité. Pourquoi ? Parce que c'est brillant. Et qu'il fallait que ce soit dit. Mais aussi parce que ça va te coûter cher. J'ai dit. Tu sais, le silence aussi a un prix. Et moi, je l'ai déjà trop payé.
Chez moi, mon mari commençait à s'inquiéter. Ils ne vont pas lâcher, tu le sais. Moi non plus, ai-je répondu. Il m'a regardé. Et si ça t'écrase? Alors qu'ils m'écrasent. Mais ils verront que je laisse une trace. Un soir, je suis tombé sur une photo d'Imani dans mon téléphone. Elle riait, bouche grande ouverte, les yeux brillants, des miettes de gâteau plein les joues. Et je me suis dit, je me bats pour qu'un jour, elle puisse entrer quelque part sans devoir prouver qu'elle y a droit. Qu'elle ne soit pas testée à chaque regard, ni pesée dans chaque silence. Pas parce qu'elle est exceptionnelle, mais parce qu'elle est simplement là. Vivante. Présente. Légitime. Et je savais que pour ça, je devais continuer. La tension, je la portais dans le dos. Lourd, tendu, compact. Chaque jour, en entrant dans mon bureau, je m'attendais à voir un nouveau mail, une nouvelle convocation, une nouvelle attaque déguisée en procédure interne. Et pourtant, je tenais. Pas par bravade. Par nécessité. Mais je ne vais pas mentir, j'étais fatigué. Fatigué des sous-entendus, des sourires forcés, des « tu fais un travail remarquable, mais… » Ce « mais », il me pourrissait de l'intérieur. Parce qu'il voulait dire, sois compétente, mais docile. Sois brillante, mais discrète. Sois forte, mais jamais contre nous. Un jour, je suis rentré chez moi et j'ai craqué. Devant mon mari. Devant ma fille. J'ai pleuré. Longtemps. Sans bruit. Imani m'a regardé avec ses grands yeux. Elle m'a dit « Maman, tu vas perdre ton travail ?» Je l'ai prise dans mes bras. Je ne sais pas, mon cœur. Peut-être. Mais pourquoi? Tu n'as rien fait de mal. Et là, j'ai compris que je ne pouvais plus reculer. Le lendemain, tout a changé. Pas dans l'administration. Dans le réel. Dans le terrain. Là où vivent les gens qu'on ne veut jamais entendre. Un article est sorti. Un portrait anonyme. Titre, l'inspectrice que le système veut faire taire. Ce n'était pas moi qui l'avais écrit. Mais quelqu'un, quelque part, avait recollé les pièces. Une journaliste indépendante. Elle avait lu les newsletters, entendu les échos, remonté les pistes. L'article a circulé. Vite. Très vite. Il ne donnait pas mon nom. Mais dans le milieu, tout le monde savait. Certains m'ont félicité. Discrètement. D'autres m'ont évité. Visiblement. Mais ce que je n'avais pas prévu, c'était les réactions venues d'ailleurs. Des parents. Des élèves. Des enseignants. Des directeurs, même ceux qui se battaient de l'intérieur, comme moi. Ils ont écrit. Ils ont partagé. Ils ont raconté. Des centaines de témoignages. De remerciements. D'exemples vécus. De courage isolé. Et d'un coup, je n'étais plus seul. À la réunion suivante du rectorat, l'ambiance était différente. Pas hostile. Mais, prudente. Comme si, tout à coup, il se rappelait que même un pion peut bloquer la partie s'il est bien placé. Un collègue, que je connaissais peu, est venu vers moi à la fin. Il m'a glissé. On vous doit tous quelque chose. Vous avez dit ce qu'on vit tous, sans jamais avoir osé le nommer. Je n'ai pas répondu. Mais cette phrase, elle m'a porté pendant des jours. Quelques semaines plus tard, je suis retourné dans l'école Saint-Michel. Pas en tant qu'inspectrice. En tant que mère. J'avais promis à Imani de lui montrer l'endroit. De lui expliquer. On s'est arrêté devant le portail. Elle m'a demandé. C'est là où ils t'ont mal parlé? Oui. Et tu leur as dit que ce n'est pas bien? J'ai fait mieux, mon cœur. Je leur ai fait comprendre qu'on ne parle plus comme ça. Pas sans conséquence. Elle m'a souri. Et maintenant, ils sont gentils? Je ne sais pas. Et ce n'est pas important. Ce qui compte, c'est qu'ils sachent qu'on les regarde. Avant de repartir, je me suis retourné une dernière fois vers l'école. Le bâtiment était le même. Le portail aussi. Mais quelque chose avait changé. Pas dehors. Dedans. Moi. Je n'étais plus celle qui espérait qu'on me laisse une place. J'étais celle qui, si la porte reste fermée, c'est qu'on peut en bâtir une autre.
Quand mon nom a commencé à circuler dans certains cercles, j'ai senti que les regards changeaient. Pas seulement ceux des chefs, mais aussi des collègues. Certains me saluaient avec plus de distance, d'autres avec plus de respect. Mais ce qui m'importait, c'était le regard des gens dehors. De ceux qui n'avaient jamais eu voix au chapitre. Je recevais des messages tous les jours. D'enseignants, d'éducateurs, de mères isolées, d'élèves même. Pas pour me flatter, non. Pour raconter. Des histoires comme la mienne, ou pire. Des refus d'inscription déguisés. Des convocations biaisées. Des humiliations faites avec tact et avec cravate. On ne leur disait jamais qu'ils n'étaient pas à leur place. On leur montrait, c'est tout. En décalant un rendez-vous. En oubliant un appel. En ne rappelant jamais. Et le pire, c'est qu'ils avaient appris à l'accepter. À penser que c'était eux le problème. Que c'était normal de s'excuser d'exister. Alors j'ai décidé de changer de terrain. Je ne me suis plus battu pour forcer les portes du haut. J'ai mis mon énergie dans les gens en bas. Les vrais. Les parents qui bossent de job. Les élèves qui traduisent les lettres de l'école à leurs parents. Les profs contractuels qui n'ont jamais été formés mais qui tiennent les murs. J'ai lancé une série d'ateliers dans des centres sociaux. Pas des conférences, je déteste ça, mais des rencontres où on posait les vraies questions. Qu'est-ce qu'un refus illégal? Comment exiger un justificatif écrit? Comment saisir un médiateur académique? J'expliquais les codes. Les mots à utiliser. Les phrases qui font bouger les lignes dans un courrier. J'offrais des outils, pas de la colère. Je ne voulais pas qu'on hurle. Je voulais qu'on tienne tête, calmement, précisément, avec les règles en main. Et les gens comprenaient. Très vite. Parce qu'ils savaient déjà. Ils l'avaient vécu 1000 fois. Il leur manquait juste l'armure administrative. Des associations ont commencé à me demander d'intervenir dans d'autres villes. Je prenais le train le soir, je rentrais tard. Je continuais mon travail à l'académie en parallèle. Je savais que je dérangeais encore. Mais ils ne pouvaient plus m'arrêter sans provoquer un tollé. J'étais devenu, malgré moi, une figure. Et eux, ils détestent quand on donne un nom et un visage à ceux qu'ils veulent cacher. Parfois, des chefs d'établissement me regardaient avec un sourire tendu lors des commissions. Ils n'osaient pas m'interrompre, mais je voyais dans leurs yeux l'irritation. J'étais cette femme noire qui ne baisse jamais la tête, qui parle posément mais dont chaque mot fit sur leur certitude. Je n'haussais pas le ton, mais je faisais trembler leur zone de confort. Une directrice m'a même dit, lors d'un déjeuner informel, vous savez, avec tout le respect que je vous dois, votre discours donne l'impression que tout le monde est complice. J'ai fini ma bouchée, je l'ai regardée et j'ai répondu, quand un système dysfonctionne depuis aussi longtemps, le silence devient complicité, oui. Elle n'a plus parlé de tout le repas. Mais je ne cherchais pas à briller. Je voulais que ça serve. Qu'un enfant noir ou arabe n'ait plus à prouver qu'il mérite un bon enseignant. Qu'on arrête de leur imposer d'être exemplaires pour être simplement acceptés. Qu'un jour, leur mère puisse dire « Je veux cette école » sans qu'on lui réponde « Ce n'est pas pour vous ». Un jour, un garçon de 3e m'a écrit « Madame, je voulais juste vous dire merci. Grâce à ce que vous avez dit dans l'atelier, j'ai osé parler à mon prof principal. Il croyait que je n'étais pas intéressé. Il ne savait pas que je traduis pour ma mère tous les soirs et que je dors 4 heures. Maintenant, il me regarde autrement. Ce message-là, je l'ai imprimé. Il est encore dans mon sac. Ça, c'était plus fort que tous les dossiers. Plus fort que tous les discours creux dans les salons ministériels. C'était ça, ma victoire. Mais je savais que le chemin n'était pas fini. Il restait une étape. Une dernière chose à faire pour boucler la boucle. Quelque chose de symbolique, mais nécessaire. Et je m'y suis préparé en silence. La lettre, je l'ai écrite sans trembler. 3 paragraphes. Ni trop sec, ni trop doux. Je demandais officiellement à rencontrer le conseil d'administration de l'école Saint-Michel. Pas en tant qu'inspectrice. En tant que parent d'élève, citoyenne, témoin. J'ai reçu une réponse dans la semaine. Invitation acceptée. Polie. Froide. Le jour venu, je suis entré seul dans la salle. Autour de la table, 5 personnes. Des hommes pour la plupart. Costume bien coupé, stylo main blank,
regard qui évite le tien juste assez longtemps pour t'indiquer que tu n'es pas chez toi ici. J'ai dit bonjour. Je me suis assise. J'ai posé un petit dossier devant moi. Ce n'était pas un rapport. Juste quelques notes, et la photo d'Imani, souriante, devant sa nouvelle école. Ils m'ont demandé pourquoi je tenais à ce rendez-vous. Je leur ai dit que je voulais clore un chapitre. Mais surtout, ouvrir un autre. Qu'il ne s'agissait plus de ma fille. Qu'il s'agissait des suivantes. De celles qui viendraient frapper à leur porte avec des rêves pleins les yeux, des nattes bien faites et des mères trop dignes pour supplier. Je leur ai rappelé ce qui s'était passé ce jour-là. Ce qui avait été dit. Ce qui n'avait pas été dit, mais compris. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas accusé. Je les ai regardés, calmement. Et je leur ai dit. Ce n'est pas votre erreur qui m'a choqué. C'est votre absence de doute. Un homme m'a coupé. Il a tenté une explication, maladroite, administrative. Le règlement, les critères, les procédures. Je l'ai arrêté d'un geste. Je connais les textes. J'ai passé ma vie dedans. Ce que je veux savoir, c'est si vous êtes capable de vous voir tel que vous êtes. Pas en public. Pas devant moi. Mais entre vous. Un long silence. Je leur ai laissé une copie d'un document. Un témoignage anonymisé d'un parent recalé. 3 fois. Parce qu'il habitait trop loin. Parce qu'il parlait mal français. Parce que sa fille ne correspondait pas au profil. Avant de partir, je leur ai dit. On vous a appris à trier. Je suis là pour vous rappeler que vous n'avez jamais été élu pour ça. Vous éduquez, vous ne sélectionnez pas. Je suis sorti sans me retourner. Dehors, l'air était lourd, mais clair. Dans les jours qui ont suivi, j'ai reçu une invitation inattendue, une demande d'intervention dans une formation de directeur d'établissement. L'ironie m'a fait sourire. C'est le même service qui, il y a quelques mois, voulait me faire taire. J'ai accepté. Dans la salle, il y avait des visages fermés, d'autres curieux. J'ai commencé sans fioriture. Avant de vous parler d'inclusion, j'ai une question simple, à quand remonte la dernière fois où vous avez été humilié dans un hall d'entrée? Personne n'a répondu. J'ai continué. Ce que vous appelez professionnalisme, les autres le vivent comme du mépris. Ce que vous nommez exigence, beaucoup l'entendent comme l'exclusion. Et ce n'est pas une question d'intention. C'est une question de structure. Vous ne voulez pas blesser, mais vous le faites. Parce que vous ne voyez pas. Et quand on vous montre, vous refusez de regarder. Le silence a duré longtemps après mon intervention. Je suis sorti sans applaudir, sans attendre de validation. Ce que j'avais à dire, je l'avais dit. Aujourd'hui, Imani est en CE2. Elle aime les sciences, déteste les épinards et rêve de devenir astronaute. Elle ne se souvient plus vraiment de cette école où on n'était pas resté. Mais moi, je n'oublie pas. Pas par rancune. Par responsabilité. Parce que tant qu'une seule mère devra prouver qu'elle a le droit d'inscrire son enfant comme les autres, mon travail ne sera pas fini. Je ne veux pas qu'on me célèbre. Je veux qu'on écoute. Pas moi. Elle. Toutes celles qu'on interrompt, qu'on corrige, qu'on classe, qu'on redirige. Je ne suis pas là pour déranger. Je suis là pour rappeler que parfois, le vrai problème, ce n'est pas celles qui parlent trop fort, mais ceux qui se sont tus trop longtemps. Si cette histoire vous a touché, si elle vous a rappelé quelque chose que vous avez vu, vécu ou même subi en silence, abonnez-vous à cette chaîne. Ici, on ne cherche pas à plaire. On raconte ce que d'autres préfèrent oublier. Et parfois, une simple histoire peut réveiller tout un monde. Merci d'avoir écouté. Et à bientôt, pour une vérité de plus.